bien, mais écoutez, je vous remercie vraiment. Alors, j'étais très honoré, effectivement, d'être parrain avec Elisabeth Laville, que je connais bien et qui a aussi une activité très en pointe sur toutes ces questions. Alors, vous me donnez le rôle de clore un peu ces échanges. Et donc j'aborderai finalement mon propos de façon assez complémentaire avec ce qui a été dit. Et puis je viens de la conférence avec Stéphane Poineau aussi sur le changement. Et mon propos, c'est de dire oui, changement, et donc la responsabilité sociétale, les questions de raison d'être, la gestion avec les parties prenantes, tout ceci, évidemment, est un point important. Et mon propos va être de dire que la transition écologique nécessite des performances et des ambitions qui sont rarement considérées. Alors, on va commencer donc par brosser un peu les grandes questions environnementales parce qu'en fait, elles sont traitées de façon assez différente dans différentes institutions et finalement, elles apparaissent de façon un peu incohérente avec des politiques un peu descendantes. Alors, les pollutions, c'était quand même la première grande approche de l'environnement, hein, l'approche par la pollution, avec d'ailleurs progressivement des pollutions locales, puis on est passé aux pollutions globales, je pense à la couche d'ozone ou des questions de ce type-là. Donc ça, c'est un premier champ, évidemment. Il y a eu un deuxième champ qui a été évidemment largement, je dirais, développé, c'est celui donc du changement climatique, hein, avec la Convention et les objectifs qui se basent d'abord sur la science et l'IPCC, le GIEC, hein, donc l'organisme scientifique qui fait ses conseils. On se donne des objectifs de limiter à 2 degrés, voire 1,5 degré les émissions, enfin la hausse de température, ce qui veut dire passer vers zéro émission en 2050. Je reviendrai sur cette question tout à l'heure. Le problème, c'est que cette question climatique est en train un peu de cannibaliser l'ensemble du débat et devient une focale importante. Et j'essaierai de montrer qu'il n'y a pas que celle-ci. Deuxième focale aussi, mais qui est moins bien développé, peut-être plus complexe à approcher. Et on voit bien toutes les difficultés de la PAC et de l'intégration de ce changement au niveau donc de la production agricole notamment. C'est en fait toute la biodiversité, la dégradation donc de la biodiversité avec des aspects scientifiques qui sont traités aussi dans un organisme dédié. Enfin, il y a sur les ressources, puisque c'est le thème de cette année, ce thème de réflexion pour la jeune chambre, c'est les ressources. Donc il y a effectivement une réflexion sur le fait que les ressources sont limitées elles aussi et que donc il faut maîtriser et que mettre en place uniquement des approches type économie circulaire, recyclage, etc. ne suffit pas si on ne réduit pas quand même les besoins. Donc il y a tout un panel de sujets qu'il faut réunir. Alors on les réunit finalement à travers une question, c'est la question en fait du développement durable, bien entendu, puisque c'est le moyen d'entraîner ce changement, mais un développement qui tienne qui prenne en compte les limites planétaires, parce qu'en fait tout ceci, on a des limites. Donc il y a des objectifs qui permettent effectivement d'atteindre ces objectifs. Donc on est obligé de considérer le découplage finalement entre l'activité économique et l'impact sur l'environnement, quels que soient d'ailleurs ces impacts. Et donc, alors on parle de découplage relatif parce qu'effectivement on se rend compte qu'au fur et à mesure du progrès technologique, d'un certain nombre d'approches, finalement on utilise un peu moins de ressources, il y a une plus grande efficacité, mais ça c'est le business as usual, donc le changement normal, alors qu'il faudrait aller plus loin, et donc un découplage absolu, c'est-à-dire où on diminue véritablement l'usage de ces ressources pour descendre à des niveaux beaucoup plus bas que simplement ce qui se fait par la productivité normale. Et puis enfin, la question se pose, la question c'est finalement, est-ce qu'on est dans les limites ? Donc, quelles sont les limites pour la planète? Quelles sont les limites donc, pour les ressources non renouvelables? Ben, évidemment, si elles sont non renouvelables à un moment ou l'autre, il faudra s'en passer. Donc, on devrait à terme tendre vers zéro. Et puis, pour les ressources renouvelables, c'est-à-dire qui sont issues de la biodiversité, de la biodiversité, ce qu'on appelle les services écologiques, mais aussi donc l'énergie solaire, tout ceci donc peut être utilisé en restant dans les limites qui permettent que ce soit renouvelé.
Donc voilà un peu la question d'ensemble qui se pose. Alors on a utilisé un terme qui est l'empreinte écologique, hein, qui est une façon de calculer l'ensemble des ressources nécessaires pour fournir le développement, qui a eu pas mal de succès, puisque je cite ici le président Chirac qui au sommet de Johannesburg dit si l'humanité entière se comportait comme les pays du Nord, il faudrait 2 planètes supplémentaires pour faire face à nos besoins. Ça en fait c'est un calcul qui permet effectivement de montrer que l'on utilise des ressources non renouvelables et que donc si on devait passer en ressources renouvelables, on devrait mobiliser plus d'une planète. Alors ça se traduit aussi en termes de communication par ce qu'on appelle le jour du dépassement, hein, c'est-à-dire à partir de quel moment dans l'année on a consommé tout ce que la Terre peut nous donner de façon durable. Alors on voit au fur et à mesure du temps, hein, on est passé des années 70 à aucun dépassement pour arriver déjà au 1er août ici. Alors on a dépassé les limites. Alors vous voyez que ça descend un petit peu, ça descend un tout petit peu, puisque effectivement le confinement a momentanément diminué un certain nombre d'impacts, notamment sur le climat. Pratiquement, ça n'est pas un changement vraiment structurel et que donc il y a quand même le risque qu'une fois que tout le problème du Covid soit passé, qu'on remonte assez vite. Donc c'est une préoccupation. Alors, cette question de limite a été abordée maintenant de façon scientifique, hein. Il y a des équipes qui ont essayé d'identifier sur l'ensemble des questions environnementales quelles sont celles qui sont au-delà, soit au-delà des risques, ce qui est en rouge, soit qui sont dans des limites tout à fait acceptables d'exploitation. Alors, on a là des questions autour des cycles biogéochimiques, hein, donc c'est le phosphore, l'azote, donc des choses qui sont à l'origine même du fonctionnement des écosystèmes et qui posent d'énormes problèmes. Donc, on l'oublie, donc c'est pas quelque chose de visible, mais c'est un élément important. Donc, et là, on est vraiment au-delà des limites déjà. La diversité génétique, donc au niveau de la biodiversité, on retrouve aussi là qu'on a complètement dépassé les limites et donc on est en train de dégrader très très rapidement la biodiversité. Et vous voyez que le changement climatique est encore dans une période où il est donc un risque croissant, mais il n'est pas aujourd'hui encore très, très grave. Évidemment, quand on sait les évolutions qui sont devant nous, on va y aller. Donc c'est une question de tendance, mais aujourd'hui, dans la situation actuelle, on n'a pas dépassé les seuils. Alors, il y a comme ça un certain nombre de thèmes. Vous voyez aussi que l'affectation des sols, donc le passage des sols de sols naturels à des sols artificialisés, par exemple, est aussi une question problématique. Donc aujourd'hui, on se pose la question comment on va utiliser cette finalement analyse globale, donc qu'on peut dire la capacité de charge des écosystèmes, ce que l'ensemble des écosystèmes et la planète peut porter. Et donc, c'est un peu le budget écologique, hein, c'est-à-dire que ce que chacun. Alors, évidemment, l'idée, c'est de traduire, et c'est ça le principe de la durabilité environnementale absolue, c'est de traduire ce budget global pour la planète, pour l'ensemble de l'humanité, de le retraduire en budget écologique par personne. Donc, on voit là, c'est la pression individuelle reconstruite un peu, mais c'est la pression individuelle. Et puis d'autre part, les pressions anthropiques, donc identifier toutes les pressions dues aux sociétés, et donc c'est ça l'empreinte environnementale. Et toute la question, c'est faire l'équilibre entre ces deux questions. Et donc on voit sur la courbe précédente, mais on le retrouve ici, donc sur l'appauvrissement de la couche d'ozone, l'utilisation d'eau douce ou l'acidification des océans, on est encore dans la zone verte, c'est-à-dire que la balance, l'empreinte environnementale est plus faible que le budget écologique. En revanche, sur les changements climatiques et le changement de l'affectation des sols, on est là déjà dans les préoccupations, et puis sur la biodiversité, les flux biochimiques, on est au-delà. Donc, en fait, on peut traduire l'ensemble de ces questions par un budget écologique, hein, donc par personne, donc une allocation individuelle donc égalitaire de la capacité de charge des écosystèmes. Alors là, après, il y a un certain nombre de limites qui sont globales et d'autres sont locales. Donc il faut aussi regarder plus précisément où sont les limites, est-ce qu'elles sont locales ou est-ce qu'elles sont globales. Parce que par exemple, la ressource en eau, elle n'est pas la même évidemment selon les zones de la planète et que donc la question de la durabilité n'est pas à évaluer de la même façon. Néanmoins,
Donc, l'intérêt de ces approches qui sont en train de se développer ne conduisent pas à une sorte d'indicateur unique comme l'empreinte écologique, parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur certains éléments de choix dans l'empreinte écologique, puisque on traduisait les tonnes de CO2 en surface de forêt pour les stocker, par exemple, ce qui pouvait poser des problèmes. Enfin, c'était des calculs qui laissaient place à la controverse. Là, aujourd'hui, on est maintenant de façon beaucoup plus précise, avec un certain nombre je dirais, d'orientations et d'indicateurs. Alors maintenant, quelle est la perspective à la fois globale et comment on peut la traduire de façon plus opérationnelle et plus pratique? Quand on regarde à gauche les changements en usage des ressources, c'est-à-dire là en prenant l'empreinte matérielle, c'est-à-dire c'est vraiment le tonnage de ce qui est utilisé, donc une grande partie des matériaux utilisés sont dans la construction, mais il y en a bien d'autres. Et donc vous voyez qu'en fonction des continents, vous avez une augmentation donc de changement net d'utilisation des ressources simplement sur les 5 années 2010-2015. Vous voyez que selon les pays, on a des augmentations, selon les zones, on a des augmentations extrêmement variées. Donc il y a une diversité évidemment au niveau mondial. Quand on voit un peu plus loin quel est le contenu, il y a en fait trois explications. On peut séparer en fait cette augmentation en trois composantes. La première, c'est la population. Il est évident que plus la population augmente, plus on utilise de ressources. Donc il y a une variable population. La deuxième, c'est ce qu'on appelle dans ces études l'affluence, c'est-à-dire grosso modo le niveau de vie, le PIB par habitant. Et là, on va mesurer effectivement l'activité économique globale. Et puis enfin, troisièmement, il y a ce qu'on appelle le coefficient technologique, mais c'est effectivement l'efficacité économique par rapport à l'usage des ressources qui est le troisième. Et donc on voit que c'est extrêmement différent selon les pays. Si on regarde pour l'Afrique par exemple, évidemment l'effet population est très important. Il faut voir par exemple qu'en Afrique, on attend 1 milliard d'habitants de plus en ville d'ici 2050, ce qui pose un énorme problème pour savoir quelles sont les pistes en matière de construction qui seront adoptées notamment. Donc c'est une question dont je m'occupe par ailleurs dans une association qui s'appelle Construction 21. Mais et en fait, pour l'Afrique, le PIB, vous voyez, est légèrement croissant, donc il explique une partie de l'augmentation. Et puis le coefficient technologique permet aussi un peu de meilleure efficacité, donc on le retrouve ici. À l'opposé, par exemple, on va regarder ici pour l'Europe de l'Est, on n'a pas de croissance de population, en revanche, ou très peu, 2%, en revanche, le niveau de vie ne bouge pas finalement en PIB. Alors, en revanche, le coefficient technologique explique une mauvaise efficacité économique et des mauvaises technologies, et donc une augmentation de l'usage des ressources par inefficacité économique. Alors, je ne vais pas commenter chacun de ces niveaux, ce que je voudrais, chacun des continents, simplement pour dire qu'en fait, si on veut diminuer ce changement net, il y a trois variables finalement. Il y a la population, il y a le PIB par habitant et le coefficient technologique. Aujourd'hui, cette question de la population est un peu sortie de la problématique et c'est, à mon avis, préoccupant parce que globalement, l'augmentation globale de la population pose un problème de ressources, mais c'est une question qui est malheureusement pas considérée, c'est un thème un peu tabou. Le PIB par habitant, alors certains prônent la diminution du PIB, c'est-à-dire la décroissance, mais la décroissance du PIB, ce qui est à mon avis une erreur, parce que ce qu'il faut faire décroître, c'est le coefficient technologique, c'est le contenu concret, pratique. Donc c'est à ça qu'il faut s'intéresser, et plus qu'à des indicateurs économiques globaux, mais je ne vais pas plus avancer dans ce débat. Alors, pour donner maintenant quelques éléments un peu de l'ampleur des objectifs. Ici, ce sont les courbes issues donc de l'IPCC, du GIEC, qui nous montrent par rapport aux simulations climatiques. Donc, on a ici l'augmentation de la température observée au cours des temps, et puis des simulations en fonction donc des scénarios, comment il faut réduire les consommations, les émissions de gaz à effet de serre pour maintenir, ici, vous voyez, le réchauffement climatique, ici 1,5 degré ou 2 degrés. Donc ça, c'est le travail qui avait été fait par le GIEC pour les 1,5 degrés, qui était l'accord de Paris. Et donc, on va regarder ici à droite,
pour pouvoir, donc la question c'est qu'il faut atteindre zéro émission nette, c'est-à-dire que les puits de carbone que l'on va organiser, c'est-à-dire qu'on va retirer du CO2 de l'atmosphère, compensent en fait les émissions, les dernières émissions résiduelles. Donc il faut massivement réduire les émissions et puis essayer de capter celles qu'on ne pourra pas réduire. Et donc là on voit ici qu'en fonction de la vitesse à laquelle on va diminuer, si on arrive à zéro en 2050 ou en 2055, hein, donc enfin selon les dates, vous allez avoir une quantité évidemment, hein, puisqu'on arrête le robinet un peu plus tôt, donc une quantité dans la baignoire, dans le réservoir un peu moins important, et donc c'est directement lié. Donc les émissions de gaz à effet de serre sont directement liées, et la vitesse à laquelle on va réduire sont évidemment très importantes. Alors aujourd'hui, il y a des débats sur ces échéances, il y a même un débat sur le 2030, et on voit l'Union européenne, enfin la Commission européenne souhaitait aller au-delà des engagements qui avaient été pris, donc on est sur des hypothèses autour de 50 voire 60% de réduction d'ici 2030, ce qui est évidemment extrêmement rapide et ambitieux. Et donc, je crois qu'il faut prendre conscience que là, on est dans des changements structurels très importants, et toutes les approches qui ont été citées tout à l'heure en termes de mobilisation de créativité et de mobilisation des entreprises doivent être mobilisées, évidemment, mais ces objectifs sont très importants. Mais il n'y a pas que les objectifs climatiques. Quand on regarde, et j'avais dit tout à l'heure que la question biodiversité était plus préoccupante encore que celle du climat actuellement. On voit ici les déclins observés, ça c'est le rapport de l'IPBES, donc qui est l'organisme, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui nous montre que les niveaux de destruction des écosystèmes, donc l'étendue a été réduite de 47%, le risque d'extinction des espèces est 25%. Enfin, je ne vais pas citer ici tous les chiffres, et donc on est vraiment dans des préoccupations très importantes, et à un moment on avait focalisé dans la communication publique un peu les espèces, le panda ou les espèces un peu, mais la question est beaucoup plus profonde, elle touche aujourd'hui notamment les oiseaux communs, les hirondelles ou d'autres, enfin c'est l'ensemble du système qui est en train de s'effondrer. Derrière cela, évidemment, il y a l'humain, parce qu'on en dépend, nous dépendons la société dépend énormément de services issus de ces écosystèmes. Certains ont même chiffré que l'ensemble des écosystèmes, l'ensemble des services issus des écosystèmes en Europe, donc qui nous sont donnés gratuitement par la nature, s'il fallait les remplacer par des activités industrielles ou des activités économiques, comme par exemple remplacer les abeilles en fertilisant les plantes, eh bien, enfin, en pollinisant les plantes, eh bien, c'est à peu près deux fois le PIB européen. C'est-à-dire qu'en fait, la nature donne gratuitement l'équivalent de 2 fois le PIB. Donc, on n'est plus du tout dans un trait d'addition. On est vraiment là, ici, dans quelque chose d'important. Pour finir, donc, sur la biodiversité, je cite là une étude qui a été menée dans notre équipe à l'école des mines de Saint-Étienne, sur la biodiversité, en analysant un portefeuille alimentaire d'un distributeur, hein, que je ne citerai pas, mais enfin il est assez proche, son siège est assez proche à Saint-Étienne, et donc elle a étudié, donc Anastasia Wolf a étudié l'ensemble des produits alimentaires qui sont vendus par ce distributeur, et regardé les impacts sur les différents éléments dont on a parlé tout à l'heure. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est donc cette logique-là, ça consiste à dire par rapport à quelqu'un qui se nourrirait entièrement sur ce portefeuille alimentaire, donc quelle est sa part d'impact sur les limites écologiques. Donc, en faisant le lien avec un certain nombre d'études que je n'ai pas le temps de citer, on voit que sur la perte d'espèces, on est à 550% au-delà des seuils. Sur l'érosion des sols aussi, ces seuils qui s'appauvrissent du fait des pratiques agricoles notamment, donc l'érosion des sols est absolument catastrophique. L'épuisement de l'eau, vous voyez, on est déjà à 100%, donc, et puis l'ozone troposphérique. Donc il y a quelques
la responsabilité de la consommation alimentaire d'un individu aujourd'hui, on peut la lier à ces objectifs globaux avec des données qui sont parfaitement fondées scientifiquement. Donc on est aussi capable, mais là je ne vais pas le détailler, de regarder en fonction du type de consommation. On voit par exemple dans la viande, on a beaucoup parlé de la viande qui a un impact effectivement très important, mais il n'est pas du tout de la même nature quand on parle de la filière bovine avec donc le lait, les fromages, etc., cette filière-là, par rapport à la filière, par exemple, de la volaille qui a un impact moins important. On ne rentrera pas dans les détails ici, mais on a aujourd'hui tous les moyens de pouvoir évaluer la relation entre déconsommation et ses limites écologiques. Alors maintenant, je vais conclure ce bref propos, donc en disant que, on ne doit pas se satisfaire de processus, de systèmes de management ou d'intention, mais bien de performance et de résultats. C'est très remarquable de voir le nombre d'engagements politiques pris par les collectivités locales de réduction de 20%, 30% à l'époque pour le 20-20-20 européen, donc c'était 20% de réduction d'ici 2020 à l'époque des émissions, 20% de diminution de la consommation d'énergie et l'utilisation de 20% d'énergie renouvelable. On prend des engagements, mais ça ne se traduit pas en action et encore moins en résultats. On voit bien qu'on a dans une culture politique en France, mais aussi ailleurs, on est toujours dans des obligations de moyens, de réalisation de programmes, mais pas du tout de performance. Or, l'environnement est obligé de viser la performance. Alors, comment vous, acteurs économiques à différents niveaux, comment vous pouvez agir? D'abord, dans l'entreprise, donc pour l'éco-innovation, c'est-à-dire adopter l'éco-conception dans les technologies, les solutions, les produits, les services, tout ce qui fait l'objet effectivement de l'entreprise et du modèle économique, de leur donner une ambition de performance environnementale qui soit suffisante eu égard aux chiffres que je viens de vous donner. Donc là, je crois qu'aujourd'hui, en fonction des feuilles de route, dans les différents secteurs, maintenant, on voit assez vite, assez clairement vers quoi il faut aller pour avoir ces diminutions. Eh bien, il faut se situer. Est-ce que la technologie que je mets en place aujourd'hui, ou la solution, est-ce qu'elle est dans ces objectifs de discussion? Est-ce que c'est du 2030, du 2040? Est-ce que c'est une innovation telle que je suis déjà sur une technologie ou une solution qui sera adoptée en 2050. Voilà, c'est une façon de se situer un peu parce qu'aujourd'hui, on a les éléments en fait de trajectoire de ces changements. Deuxièmement, c'est adopter évidemment une approche cycle de vie, ça a été évoqué donc, par Clara tout à l'heure. Donc, dans une approche cycle de vie, prendre les matières premières jusqu'à la fin de vie et donc l'optimiser. Multi-étapes donc, toutes les étapes, multicritères, pas simplement le climat, mais bien l'ensemble des ressources. Et selon le type de sujet, on va avoir certains problèmes seront plus critiques que d'autres. Et puis aussi, une approche multi-échelle, c'est de concevoir qu'est-ce qui est du local et qu'est-ce qui est du global. Alors, ce qui est du global, c'est difficile, évidemment, pour une entreprise individuelle ou un acteur économique d'intervenir au niveau du global. C'est bien à ce niveau-là que les institutions doivent jouer un rôle. Par contre, au niveau des territoires, je pense qu'il y a énormément de ressources qui vont être utilisées au niveau local, les services écologiques, l'économie circulaire, les énergies renouvelables. Tout ceci, c'est des intensités faibles et c'est du local. Et que donc la question qui est devant nous, c'est comment on va avoir une approche collective au niveau des territoires qui permettrait effectivement d'avoir, je dirais, de ne pas dépasser les limites écologiques locales. Et aujourd'hui, il y a une approche qui est en train de se développer, qui est l'analyse de cycle de vie, qui a été évoquée pour les produits, aussi au niveau des villes. Donc voilà un peu les grands chantiers. Il y a du travail, mais pour conclure, il faut que tous ces engagements, ces volontés, ces approches multi-acteurs arrivent quand même à des résultats. Ce n'est pas l'intention qui compte, ce sont les résultats. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir laissé ce temps-là. Je cite pour ceux qui voudraient approfondir un peu ces questions-là des ouvrages qui sont issus de notre équipe aussi, puisque Aurélien Bouteau et Natacha Gondran ont préparé des thèses sous ma direction à l'École des Mines. Et donc, ce sont les thèmes qui aujourd'hui sont, je dirais, devant nous. Et donc, je vous remercie de votre attention.